Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec Jean-Baptiste et Valentin. Du coup, bonjour les garçons. Vous allez bien? Très bien, toi? Bah super. Et bah du coup aujourd'hui, vous allez parler un peu de votre entreprise, de l'histoire. On va aussi aborder le thème des écrans, de l'IA, voir aussi une petite démo du coup de votre application que vous allez un peu plus expliquer. Du coup, bah je vous en prie. Présentez-vous chacun votre parcours. Je vous en prie. On va devoir synchroniser pour pas répondre à chaque fois ensemble. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi je m'appelle Valentin Tabary, je suis le CPO de Tell.me. Donc on a créé Tell.me à 3 avec Jean-Baptiste et avec Clément. Moi personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans les métiers du branding et dans les métiers de la com, du marketing. Je suis designer graphique et directeur artistique de formation. Et il y a de ça un peu plus de 8 ans, j'ai lancé une agence qui aidait les boîtes à bosser sur leur identité de marque. Donc mon métier, mon cœur de métier, c'est de faire de la stratégie de marque. Et donc ça fait 8 ans qu'on a lancé la boîte. Ça a été un moyen aussi enfin c'est ce qui a fait notre rencontre à deux avec JB. Parce qu'au bout d'un moment, JB était un de nos clients. Et puis comme la collab s'était bien passée, qu'on a vu que c'était complémentaire et qu'il y avait des choses à faire ensemble, ben on est passé de relation prestataire-client à relation d'associé. Et donc on s'est associé sur l'agence ensemble. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, ben on s'est lancé dans l'aventure de Tell.me avec Clément. Ouais, ça fait 3-4 ans qu'on bosse ensemble. Ouais. Et Tell.me, ouais, c'est depuis on est dessus depuis septembre 2023. Okay. Donc septembre 2023, il y a l'idée et première version du produit qui sort en janvier. Et puis voilà, l'aventure elle est trop cool et l'histoire elle en est qu'au début, mais elle est vraiment sympa. Et JB du coup, papa poule de 3 enfants. Du coup, avec un parcours un peu atypique parce que je suis aménageur urbaniste de formation, donc rien à voir avec développement d'appli ou ce genre de produits. Et en fait, dans mon parcours, j'ai toujours poussé des projets qui m'ont mené de plus en plus vers le digital et souvent orienté à impact. En fait, j'ai bossé pour la mise aux normes de magasins pour les mettre aux normes pour les personnes en situation de handicap. Et puis, j'ai développé un outil numérique dans cette boîte-là, un peu en intrapreneuriat. Donc, en gros, c'est entreprendre au sein d'une boîte. Donc, on te donne les moyens de créer une sorte de business, mais dans une boîte. Donc, c'est une façon d'essayer d'entreprendre assez cool. Ok. Et on a lancé une app qui permettait, en fait, de faire de la gestion réglementaire et de la formation pour les personnels en point de vente, pour justement les former à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et j'ai pris du kiff à développer ce projet, à travailler avec les devs. Et puis, quand je suis sorti de cette boîte-là, j'ai continué à travailler dans le marketing digital, dans le développement d'app. Et puis on s'est rencontrés et puis il a repris l'histoire du coup. Puis on s'est jamais lâché. Et du coup, je sais que tu as une histoire particulière par rapport à la création de l'entreprise. Est-ce que tu peux en dire plus de ce fait? Ouais, bah en fait, on était en train de travailler à comment aider les start-upers, il y a de ça quelques années, à utiliser nos services, mais de manière, on va dire, accessible, parce qu'un consultant en branding, ça coûte cher. Et donc, on s'est dit, on va essayer d'utiliser l'IA, de mettre notre cerveau à l'intérieur pour le rendre disponible et le rendre accessible au plus grand nombre, donc aux PME, aux start-upers. Et on avait trouvé un truc cool, mais on sentait qu'on n'avait pas encore le produit qui pouvait transformer. Et on a une cliente qui nous dit, moi, je peux vous aider. C'est mon job de trouver le product market fit. Je peux vous aider à trouver le bon produit. On fait une semaine de bootcamp, donc on s'est enfermé dans une salle. Qui n'était pas plus grande que celle-là. Ah, et vous étiez combien? On était avec Clément déjà. On était à 3, donc avec Clément, qui est notre CTO. Et en fait, on a profité de cette semaine de bootcamp pour se dire, on a 5 jours où on explore toutes les possibilités, on met des idées sur la tête, mais on a fait intervenir tous les jours et à différents moments de la journée des clients, des partenaires, des potes, des gens de la famille, enfin un peu tout le monde.
des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on savait qui allaient pouvoir apporter aussi un œil différent, des gens qui ont des enfants aussi, pour aller chercher vraiment des trucs, des profils totalement différents. Et donc on a fait toute la semaine, je sais pas, il y a au total il y a une quinzaine de personnes qui sont passées, passées dans la semaine pour nous donner un coup de main, quoi. On a posé 400 idées sur la table, mais vraiment on a ouvert les chakras à fond, on a déblayé plein d'idées, on a resserré à une idée, on est retombé sur la même idée qu'au début. On s'est dit mince, c'est pas ouf parce que ça va pas. Enfin, donc on était un peu le mercredi en milieu de semaine, on était un peu en mode le moral dans les chaussettes, en mode on est retombé sur la même idée. Est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce qu'on se trompe? Et puis finalement en grattant, on s'est dit bon en fait l'idée est cool et il faudrait juste qu'on améliore quelques points. On finit ce bootcamp. Le lundi, on se voit tous les trois pour se dire allez, on met une roadmap et comment on développe le projet. Et en parallèle de ça, mon fils, donc on était en septembre, mon fils rentre à l'école et diagnostiqué dyslexique en 6e, donc sur le tard. Et l'orthophoniste me dit il faut lui relire des livres. Et je me dis à 11 ans, relire des livres à ton enfant, ok tu le fais parce que tu sens qu'il y a une plus-value à le faire pour faire progresser. Mais on épuise vite le stock de livres à la maison. On commence du coup à utiliser ChatGPT qui sortait grand public aussi à l'époque pour essayer de faire des histoires ensemble, mais on trouvait que les résultats étaient pas terribles. Et donc le lundi, je reviens avec la problématique au boulot et on en parle tous les trois. Et Clément et Valentin, ils se mettent à bosser dessus, ils se disent on va faire des histoires de ouf, on va utiliser une trame narrative et on va réussir à faire en sorte que l'IA sorte une histoire qui soit canon. Ça marche trop bien. Ce qui était drôle, en fait, c'est que on avait eu l'idée de transformer le projet de base en une app qui permet de créer des histoires pendant cette semaine de bootcamp. Donc, parmi les 400 idées qu'on avait mis accrochées sur le mur, il y avait cette idée de faire une app qui raconte des histoires pour les enfants. C'était un signe, en fait. C'est ça. Et puis, je pense que du coup, c'est resté en fond, mais que sur le moment, on s'est dit, en fait, il y avait tellement d'idées qu'il y a des trucs qu'on a éclipsés un peu vite, etc. Et puis quand JB est revenu avec ce truc-là, on n'y a pas repensé tout de suite avec Clément, mais on s'est amusé à tester un truc. Puis le lendemain, on s'est dit en fait c'est hyper cool, tu vois. En fait, je pense que là où on a eu le déclic, c'est que quand on a fait le premier test avec Clément, moi j'ai pris plusieurs heures pour me dire OK, je connais un petit peu Tom et je me suis dit comment est-ce qu'on peut créer une histoire qui va le faire kiffer. Et du coup, j'ai vraiment fait un travail d'auteur de me dire, OK, c'est quoi l'histoire qu'on aimerait raconter, un truc qui va être sympa, qui va faire des références à des choses qu'il aime bien, etc. Et j'ai bossé sur ça. J'ai envoyé à Clément. Clément, il a bidouillé des trucs avec l'IA. Il a généré l'histoire et moi, en parallèle, j'ai généré des visuels avec Midjourney à l'époque pour illustrer l'histoire. Et quand on a vu l'histoire s'afficher, en fait, on a tout de suite eu le smile, tu vois. Il y avait un truc de putain, c'est trop cool en fait, tu fais prendre vie à quelque chose de très concret et puis surtout ça nous a replongé dans l'enfance, tu vois, moi je me souviens encore, j'étais dans le lit avec ma copine et j'étais en train de découvrir l'histoire totale avec tout le texte, l'image et tout et puis je lisais ça et puis on se dit putain, c'est trop cool, tu vois. Et pourtant c'était une histoire pour un enfant, tu vois. Et en lisant ça, on s'est dit putain, c'est vraiment canon. Ça crée de l'émotion, tu vois, à nous qui sommes adultes, parce que ça nous connecte à plein de trucs. Et on s'est dit, en fait, c'était ce qu'on recherchait quand on avait fait le bootcamp, tu vois, c'était de se dire, on veut un truc qui nous fasse vibrer et qui fasse que, oui, c'est cool, on avait une idée de faire un truc, du storytelling pour les boîtes, on kiffe ça, on fait depuis toujours, mais toi, il y avait pas vraiment la flamme, tu vois. Et quand il y a cette histoire qui est arrivée, on fait, waouh, il y a un truc trop cool à faire. Et si en plus de ça, derrière, dans l'expérience et dans la lecture, les enfants, ils ont entre guillemets la même expérience que ce que nous on a vécu. On se dit on tient un truc qui est cool, tu vois. Et puis résultat, Tom passe d'un enfant qui avait pas forcément confiance en lui à l'école. Alors il n'y a pas que Telmi qui l'a aidé, mais ça fait partie, ça a été une bonne brique. Donc un enfant qui avait pas forcément confiance et pas très ouvert toujours au dialogue parce que pas toujours évident de parler des problèmes d'école, de pourquoi est-ce que j'arrive pas à lire. En fait, la dyslexie, elle vient parasiter un peu tous ces sujets que tu peux avoir avec ton enfant. Et il est passé de ça à premier de sa classe l'année dernière, 18 de moyenne, enfin un truc de fou. Donc il y a
pas que Telmi hein, qui est responsable de ça. Il y a l'orthophoniste, il y a les parents qui suivent les devoirs, il y a lui aussi qui a donné beaucoup. Mais canon du coup. Enfin, on trouve que C'est clair. le cas d'école, il est hyper cool. Et puis en plus, ça nous a permis de valider le fait que toutes les études qu'on avait lues sur la lecture partagée, donc le fait de partager la lecture parent-enfant, ça a plein de vertus. Ça lui a permis de développer son vocabulaire alors qu'il lisait pas lui-même les livres. On les lisait au début ensemble. Puis progressivement, il a aussi repris les livres. Il a repris les histoires, il a relu les histoires. Et ça, c'est grâce aux petites histoires de Telmi, qui sont des histoires courtes. Ça permet de pas s'engager dans un bouquin où tu te dis ça va être long. Bah, tu te réengages progressivement dans la lecture et puis tu partages des moments cool parce qu'en plus tu co-crées l'histoire. Donc tu vois, quand j'ai eu 40 ans, mon fils il a voulu mettre mon anniversaire dans une des histoires. Ça a sorti le mot quadragénaire. Bah, il connaissait pas le mot. Bah, quadragénaire, quinquagénaire, octogénaire. Bah, en une soirée, il a appris 5 mots. Et puis, bah, au plus tu répètes ça, au plus tu t'enrichis le vocabulaire des enfants, au plus tu ouvres le dialogue. Parce qu'au moment où il te pose une question, bah, c'est peut-être le moment de parler d'autres sujets. Je donne toujours cet exemple-là. Moi, quand je cherchais les enfants à l'école qui montent dans la voiture, je leur dis ça s'est bien passé la journée. J'ai un oui, et fin de l'histoire. Quoi. Et rien de plus. Il n'y a pas moyen d'avoir une info. Quoi. Et par contre, le soir, quand tu te couches, d'un seul coup, comme il faut gratter un peu du temps, tu sens qu'ils ont envie de parler, que d'un seul coup, il y a du monde qui est là pour parler. Et puis t'as aussi une notion du moment, tu vois. C'est un peu aussi la manière dont on bosse Lab, c'est tu dois créer le moment, tu vois, pour créer, raconter l'histoire, passer un moment avec tes enfants, etc. Et avoir ce moment où t'as une énergie qui est un peu plus calme, un petit peu plus lente, un petit peu plus posée, c'est aussi propice à échanger, à discuter et puis à partager des choses, tu vois. Et c'est sûr que quand il sort de l'école, pour être déjà allé le chercher à la sortie de l'école, tu vois les enfants qui sortent de l'école, tu vois, ils viennent de courir, ils sont là, ils viennent de sortir de leur journée, ils viennent de sapter 8 heures de cours, et toi, ils rentrent dans la voiture, tu lui poses une question, il dit, c'est bon, laisse-moi tranquille, tu vois, laisse-moi un sas, quoi. C'est un peu normal aussi. Mais du coup, ça permet ça aussi, les histoires partagées. Ça permet d'ouvrir le dialogue sur des sujets que parents-enfants, des fois, t'abordes pas parce que t'as pas ce moment de dialogue, justement, d'ouverture, de temps partagé ensemble. Et du coup, Telmi, c'est vraiment aussi ce générateur de moments, parents-enfants, qui se perd de plus en plus, je pense, aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit. On travaille comme des fous, on va à 1000 à l'heure et on prend plus le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on le prend plus. Et du coup, avoir des objets comme ça, comme Telmi, qui te permettent de dire, bah, ok, je vais me poser autour d'un sujet. Parce que c'est pareil, trouver des sujets pour te poser avec tes enfants qui grandissent, c'est pas toujours évident, donc. Et puis avoir un peu plus d'échanges aussi avec le parent. Vous m'avez totalement devancé parce que justement, j'allais dire, mais du coup, derrière, il y a le partage, etc. C'est ce que vous voulez revendiquer, mais du coup, vous m'avez totalement devancé sur ce point-là. Donc, ouais, je suis totalement d'accord sur comment. De base, je voulais vous dire, est-ce que votre but derrière, c'est aussi de renforcer le lien parent-enfant? Et même si je pense que je sais pas la moyenne d'âge des personnes qui utilisent. Déjà, la particularité de l'app, c'est que on s'adresse aux familles, mais plus particulièrement aux parents. Okay. C'est-à-dire que les histoires, évidemment, elles sont créées et imaginées pour qu'elles soient adaptées à des enfants entre 5 et 10 ans. Mais l'application, nous, toute la manière qu'on a de communiquer, à qui on s'adresse, c'est vraiment se dire, on vient en aide aux parents. Et donc, ouais, ça, c'est vraiment le truc qu'on a depuis le début, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les histoires, ça soit un moyen de pouvoir permettre aux familles, aux parents avec leurs enfants, de créer du moment ensemble, des moments de qualité, partager ces moments-là qui sont de plus en plus rares, qui sont de plus en plus compliqués à avoir. Et partie de ce truc-là, nous, on a une vraie conviction, c'est que en fait, raconter des histoires, c'est un truc qui est extraordinaire parce que tu peux faire passer plein de messages quand tu racontes des histoires. Tu crées des moments de partage, d'échange, d'écoute. Tu crées de l'émotion surtout. Et on a tous des souvenirs d'histoires qui nous ont été racontées par nos parents ou de films qu'on a vus quand on était plus jeune ou de livres qu'on a lus, etc. Et
l'histoire, c'est vraiment un super pouvoir pour faire tout ça. Partager les moments, créer de l'émotion, passer des messages. Et donc, quand on crée l'app, on se dit, il faut qu'on arrive à faire en sorte que nos histoires, elles permettent de faire tout ça. Et c'est pour ça que le gros taf qu'on fait dans l'application, c'est d'imaginer, de créer des histoires qui vont permettre de faire tout ça. Tu peux créer toutes sortes d'histoires. Au début, les premiers tests qu'on a fait, c'était des histoires qui étaient, entre guillemets, juste divertissantes. Tu vois, c'était des histoires qui étaient cool à lire, qui amenaient dans des univers qui étaient sympas, etc. Et très rapidement, on s'est dit, en fait, si on veut vraiment que les familles qui utilisent l'app, elles passent des moments qui sont de qualité ensemble, il faut qu'on ramène un petit peu plus que du divertissement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut que les histoires, elles permettent de faire rêver les enfants, et il faut, parce que c'est eux qui vont qui vont consommer le produit, entre guillemets. Donc il faut que eux, quand ils voient les histoires, qu'ils les découvrent, qu'ils les lisent, il faut que ça les fasse rêver, il faut que ça leur permette aussi de se dire tout est possible dans la vie et puis je peux réaliser mes rêves, tu vois. Donc ça, c'est un truc hyper important pour nous. Et puis aussi, c'est un moyen pour les parents de se dire en fait, je suis pas juste en train de faire un moment de divertissement avec mes enfants. L'autre truc, c'est qu'il faut que les histoires, elles permettent de faire réfléchir. Tu vois, on a vraiment cette volonté de faire en sorte que quand les familles lisent les histoires, on aborde des sujets qui sont pas toujours faciles à aborder dans la vie de tous les jours, des sujets qui peuvent être hyper sérieux. On est en train de travailler sur des sujets comme parler des rôles modèles pour que les petites filles elles puissent se projeter dans tous les types de métiers, tu vois, par exemple. Tu vois, c'est des sujets qui sont pas forcément faciles ou que tu peux aborder avec tes enfants tous les jours, tu vois. Donc l'histoire, c'est un super média pour faire réfléchir et parler de ces sujets-là. Et puis de manière globale, il faut que ces histoires aussi, tu vois, elles permettent de faire grandir les enfants et les parents, tu vois. Parce que on a vraiment cette conviction que quand tu passes ces moments ensemble, en fait, c'est hyper riche pour l'enfant, pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début, mais c'est aussi hyper riche pour le parent, tu vois, parce que t'apprends des trucs, aussi de voir le reflet. Ça, je pense que tu l'as l'expérience avec tes enfants, mais de voir le reflet de la société qui évolue dans le regard de tes enfants, dans comment ils le perçoivent, etc. Je trouve que c'est aussi un super moyen aussi pour les parents de prendre conscience que le monde il change, que les nouvelles générations elles ont peut-être des visions différentes un petit peu du monde et qui se construisent un peu différemment de comment nous on est construits. Ouais. Ce qui est hyper cool dans la série thématique qu'on est en train de développer sur le sexisme dans les métiers de la tech, l'industrie et de la science. En fait, on fait ça avec le rectorat et OVH pour justement, Valentin le disait, travailler sur des histoires sur des rôles modèles du passé, mais aussi des rôles modèles existants dans des entreprises. Et l'idée, c'est de te dire que même toi en tant que parent, grâce à l'app, tu vas pouvoir aborder des sujets qui sont pas évidents à aborder et que tu aborderais peut-être même pas parce que soit t'y penserais pas, soit t'aurais pas forcément les bons mots ou tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir aborder ces sujets-là au quotidien. Et que dans le cadre de l'école, les profs n'ont pas forcément non plus les outils pour le faire. Donc le test qu'on est en train de faire avec le rectorat en ce moment, c'est justement de se dire si on permet aux parents de co-créer avec leurs enfants des histoires sur ces sujets-là, qui leur permettent de monter en conscience ensemble, en fait, le fait d'être au même niveau de conscience, ça permet d'échanger. Et donc, du coup, le fait de co-créer l'histoire ensemble, ouais, c'est carrément plus facile. Et ça te permet, du coup, d'échanger au même niveau, d'avoir le même vocabulaire, d'avoir compris la même chose et de pouvoir engager le dialogue. Parce que si tu t'es pas au même niveau, t'as du mal à te parler. Et du coup, on aimerait bien que ce soit aussi testé après, par exemple, dans les salles de classe, avec des élèves en CM1, CM2, avant qu'ils arrivent en 6e et qu'on commence à leur parler d'orientation au choix. Que des histoires comme ça puissent être évoquées et qui co-créent en cours des histoires pour que ça éveille les consciences, qu'ils puissent se dire en fait ouais, tout est possible, je peux être développeuse, je peux travailler dans la data, c'est pas réservé qu'aux mecs et c'est des filières dans lesquelles je peux m'éclater quoi, qui sont valorisées et valorisantes. Vous êtes déjà intervenu dans des écoles? Ouais. En fait, nous, ce qui est hyper important dans le développement de l'application, c'est d'être le plus souvent possible au contact des familles qui utilisent l'app. Déjà pour voir comment ils l'utilisent, voir comment ça réagit, tu vois, d'un point de vue vraiment purement produit, tu veux voir si ce que tu as imaginé dans les faits, ça fonctionne bien.
Et puis aussi surtout parce que c'est eux qui consomment le produit et du coup t'as une vraie démarche d'améliorer avec eux. Et puis quand t'entends des enfants à chaque fois qu'on fait des ateliers, qu'il y a des enfants, etc. Quand t'as un enfant qui te dit ouais mais l'image là ça ressemble pas à ce que j'ai dit, tu vois, tu te dis ok bon les enfants sont hyper exigeants, il faut qu'on fasse attention à ça. Ah ils ont pas de filtre. Ah oui bah non vraiment pas. Et puis c'est très vrai, c'est que toi quand tu parles avec les parents ils sont toujours bienveillants, ah c'est trop cool ce que vous faites, etc. Et les enfants eux non mais moi j'ai dit que je voulais un chevalier avec une armure noire, l'armure elle est pas noire, ça va pas, tu vois. Donc c'est très cool parce que ça te permet vraiment de comprendre ce que les enfants ils attendent. Et du coup, oui, pour répondre à ta question, on fait régulièrement des ateliers. On avait commencé ça dès le début à Euratech Kids, Aérotechnologie, faire des ateliers où justement on parlait de comment on pouvait créer des histoires avec les enfants et on parlait aussi de technologie avec eux. Et puis aussi leur parler d'intelligence artificielle, etc. Et donc on a fait ça. On fait aussi des interventions sur des temps périscolaires le midi pour animer des sessions avec les enfants. Et puis dernièrement, on avait fait aussi chez Kiabi. On avait été invité chez Kiabi Village à Villeneuve d'animer tous les mercredis matins des temps calmes avec les familles qui passent dans le magasin pour créer et raconter des histoires. Donc pas assez à notre goût parce qu'on aimerait que ça se fasse tous les jours, mais on essaye le plus possible de pouvoir intervenir auprès des enfants. Ouais, c'est hyper cool de faire du terrain comme ça et d'être au contact de tes utilisateurs parce que un des biais qu'on pourrait avoir dans l'app, enfin dans le développement de l'app, c'est de se dire ok, on fait une app, on reste derrière nos écrans et on voit comment ça réagit mais à distance. Mais la meilleure preuve, c'est d'aller au contact et de voir le smile des enfants. Des fois, même ça te rebooste. Enfin, on l'a fait avec Kiabi Village la dernière fois. Tu fais une histoire avec les parents et de voir les enfants et la maman qui échangeaient sur ce qu'ils allaient mettre dans l'histoire, parce que c'était une histoire, ils faisaient une histoire on a fait l'année dernière un thème sur la fête des mères, enfin, sur les mamans, mais qu'on a utilisé pour la fête des mères, et qui est canon. Si tu veux le faire avec ta maman, fais-le, parce que franchement, ça marche à tous les âges. Et nous, on a fait, le meilleur test qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait avec nos mères et on a fait pleurer nos mères. Oh non! Mais 2 jours. Elle est sensible en plus! D'ailleurs, ça me fait, c'est comme quand on l'avait fait, moi je l'avais fait avec ma maman et c'était encore en phase de test. Ça fait 3 mois qu'elle me dit, tu peux m'envoyer l'histoire? J'ai dit, ouais, il faut que je t'envoie l'histoire. En plus, ma mère regarde les vidéos. Maman, si jamais, ne t'inquiète pas, on va tester ça. Je vais te faire pleurer. Mais ça marche trop bien. Et du coup, on voyait dans ce moment-là avec les 2 petites filles et la maman. Et puis ça chambrait parce que dans l'histoire, tu dois raconter un moment qui fait qui te fait penser à ta maman. Et ils ont sorti une anecdote que la maman avait pas envie qu'ils sortent en dehors du cadre familial. Donc on était là en mode, c'est un peu gênant, mais c'est très drôle. Et du coup, tu vois, ça a créé un vrai moment. Et quand tu dis que tu t'arrives à générer ça avec ton app dans les familles, je te mens pas, tu vois, à chaque fois, ça me fait les poils parce que t'as un vrai impact sociétal et social pour les gens, pour les enfants, pour les parents, et c'est trop canon, quoi. Ouais, tu crées pas juste des histoires, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc qu'on essaye de faire depuis le début. L'histoire, c'est un moyen, et en fait, tu te rends compte que tu peux faire vivre des trucs incroyables avec les histoires, et plus ça avance, et plus tout le travail qu'on fait d'auteur et de faire vivre l'app, va dans ce sens-là, tu vois, de se dire, ok, on s'en fout si l'histoire, elle est Enfin, l'objectif de l'histoire, c'est pas qu'elle soit divertissante. L'objectif de l'histoire, vraiment, c'est que ça crée ces moments-là, tu vois. Et quand tu les vois en vrai, c'est très cool, tu vois. Ça fait beau, quoi. Ouais, et puis la petite brique, peut-être que je te devance encore sur un truc, mais la petite brique qu'on met en plus depuis quelques temps, et c'est pour ça qu'on parle de Kiabi, il y a plein d'autres marques avec lesquelles on est en train de travailler, c'est d'aller chercher des marques qui ont des causes à défendre pour justement créer des séries thématiques avec des histoires qui font passer des messages aux familles. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a ce pouvoir dans Tell Me, dans l'application, de faire passer des messages à travers les histoires qui est incroyable. Et du coup, on s'est dit, ça peut être un super média, en fait, pour n'importe quelle marque qui veut vraiment faire passer des messages. On ne parle pas de faire de la pub ou de faire du merch dans l'app. On parle de défendre des causes. Je te parlais du sexisme. On a fait une collab avec Corail
sur la protection des coraux à Madagascar. Il y a des discussions avec d'autres marques, des assos, des institutions aujourd'hui avec lesquelles on est en train de travailler pour développer des sujets qui peuvent impacter les familles positivement dans leur quotidien et puis faire changer les mentalités par l'émerveillement. Et il y a tellement de possibilités et un champ tellement ouf à travailler là-dessus que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On s'éclate à travailler des séries thématiques sur des sujets qui, pour le coup, au début, n'ont pas l'air très sexy. Et en fait, quand tu les travailles, tu te dis, on peut raconter des super histoires grâce à ça, parce qu'une bonne histoire, c'est pas une histoire qui est juste, comme tu le disais, divertissante. C'est une histoire qui va te faire vivre des émotions positives, négatives, parce que dans ce que tu vas vivre dans l'histoire, qui va procurer de l'émerveillement, parfois de la tension, tu vas en tirer une morale, tu vas en tirer des messages à impact qui, du coup, sont hyper cool à faire passer aux familles. Je vois. Non, mais c'est hyper bien, vraiment. C'est super bien, mais je suis d'accord avec ça au niveau du partage. C'est vrai que tu m'as devancé sur quelques questions. Ça me fait moins de travail, mais non, non, mais ouais, je vois. Mais non, ça peut être intéressant au niveau des marques, voire sur le long terme, et promouvoir un peu tous ces sujets sociétaux qu'on n'a pas l'habitude de parler aux enfants parce que, enfin, dans ma génération, du moins, on n'est pas dans la même génération, je suis désolée, mais mais c'est vrai qu'on apprend un peu sur le tard ce genre de choses, quoi, et c'est bien d'éduquer les enfants le plus tôt possible, en fait, sur ce genre de sujet pour éviter plein de problèmes, rien que le harcèlement, par exemple. Ouais, c'est clair. Je trouve ça super intéressant. Et puis avec les histoires, en fait, tu peux parler de tous les sujets et de manière hyper accessible. Toi, tu parlais du harcèlement scolaire, par exemple. C'est un sujet qui est hyper important en ce moment, dont on parle de plus en plus, parce qu'il y a un vrai enjeu sociétal autour de ces sujets-là. Tu vois, si tu peux parler de harcèlement scolaire avec des enfants, tu dois avoir le bon vocabulaire, tu dois avoir la bonne manière d'amener le sujet, parce qu'il faut pas que ce soit traumatisant, il faut pas que ce soit culpabilisant, il faut que tu puisses faire comprendre des notions qui sont parfois complexes. Et les histoires, c'est un super média pour le faire, parce que et nous, c'est vraiment l'approche qu'on a dans la manière dont on fait notre travail d'auteur, si tu veux, c'est que on n'aborde pas les sujets frontalement. Tu vois, si on doit traiter le sujet du harcèlement scolaire, ce qu'on fera bientôt, on va pas faire une histoire qui va avoir pour titre le harcèlement scolaire. Tu vois. On va faire une histoire qui va attirer les familles sur ça peut être un beau moment qu'on va passer ensemble. Et tu peux faire une histoire, je dis n'importe quoi, avec un thème qui est fantastique ou féerique ou j'en sais rien, et puis amener le sujet du harcèlement avec des personnages de fiction, avec des personnages historiques, avec des personnages imaginés, des animaux, peu importe, tu vois. Et vraiment faire en sorte que ce message qui est hyper important, tu le fasses passer, mais de façon très douce, tu vois, et que les enfants, ils comprennent très bien, tu vois, quand ils regardent une histoire, que ce soit un dessin animé ou qu'ils lisent un livre, t'as pas besoin de leur dire la morale mot pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé et qu'ils comprennent les implications ou les interactions sociales, etc. C'est pour ça aussi qu'on s'adresse à des enfants de plus de 5 ans, tu vois, parce que c'est un moment où cognitivement, les enfants sont aptes et surtout en développement de ces capacités-là, si tu veux, de comprendre le monde, de comprendre les interactions, des intrigues, etc. Et quand tu fais une histoire qui est a priori hyper divertissante, mais que le sujet, le message de fond, c'est le harcèlement, et ça passe d'autant plus facilement parce que tu as réussi à capter l'attention, t'as fait rêver, il s'est passé des trucs cool et en même temps t'as fait passer un message où à la fin, quand les enfants débriefent entre guillemets l'histoire avec les parents, tu vois, ils peuvent parler de ce truc-là. Moi je connais, j'ai un copain, ça lui est déjà arrivé quelque chose comme ça, ou moi à l'école aussi. Enfin, tu vois, c'est ça, tu vois. Et ça permet d'ouvrir le dialogue. Ouais. Ça. Ouais. Entre un parent, parce que ton enfant, il serait peut-être pas venu te voir en disant tiens, j'ai un problème ou mon copain il a un problème. Il l'aurait peut-être gardé pour lui et ça aurait pas été un moment de partage. Et en tant que parent, c'est cool de savoir aussi ce qui se passe, comment ton enfant vit sa scolarité, sa sociabilisation, si ça se passe bien avec les copains ou pas. T'as pas toujours les infos. Du coup, les histoires, c'est un bon outil pour révéler ça. Et l'idée, c'est aussi, à travers Tell Me, de donner tout un panel d'outils qui permet aux parents d'aborder des sujets
Donc là, tu en parlais du harcèlement. Et ça peut être des sujets sur la confiance en soi, sur la gestion des émotions. Sur j'ai un copain qui a déménagé, ou on va déménager, tu vois, ça peut être plein de sujets, ça peut être des sujets sociétaux comme comment on parle de développement durable aux enfants, tu vois, qui est hyper intéressant et hyper cool à faire avec les enfants, mais ça peut être aussi des trucs du quotidien, tu vois. Pourquoi est-ce que je dois, je sais pas moi, prêter? Pourquoi est-ce que je dois réussir à apprendre à être patient? Ce genre de choses, tu vois. Il y a tellement de sujets que tu peux aborder avec les enfants que, en fait, c'est pratiquement infini, quoi. Tu peux faire des histoires pendant 50 ans. Non, mais vraiment, en fait, il y a tellement de sujets à aborder que finalement... Et puis, la société, elle évolue tellement vite que, en fait, même si tu arrivais au bout des sujets que tu vas traiter, tu auras toujours des nouvelles choses qui vont arriver et des nouveaux sujets à traiter et à aborder, quoi. Et parce que c'est vrai que du coup on parle des écrans avec vos histoires. J'ai un chiffre qui a été donné par le ministère de la Culture où en fait en moyenne les enfants de 7 à 12 ans, je trouve ça un peu jeune quand même, passent 2h03 sur les écrans par jour. Et du coup je me demandais, est-ce qu'on peut dire du coup que Tell Me, je vais réussir à le dire, Tell Me, je l'ai bien dit, ça encourage plus à la créativité, à l'imagination et ça permet un peu moins la passivité en fait au niveau par exemple des vidéos YouTube ou est-ce que justement il n'y a pas ce truc de ça développe un peu plus le fait qu'ils soient exposés à des écrans? Alors, en fait, le sujet des écrans, c'est un sujet qu'on a depuis le début, depuis qu'on a lancé l'app. Et en fait, le sujet des écrans, c'est un sujet qui est hyper important. T'as plein de comportements addictifs, de dépendance des enfants qui s'observent de plus en plus liés aux écrans, à l'usage des écrans. Et c'est hyper important. Enfin, c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans les familles pour pouvoir avoir une vie de famille, des interactions sociales, avoir des enfants qui puissent aussi se développer, faire des activités qui vont les aider à se développer, à grandir, etc. Le sujet des écrans, c'est un sujet qui est hyper important. Nous, aujourd'hui, ce contre quoi on se bat, c'est le zéro écran. On adorerait pouvoir faire en sorte que les enfants ils puissent faire que des activités sans écran, sauf qu'aujourd'hui, tangiblement, c'est très compliqué de le faire. Parce que t'as plein d'enjeux aussi, d'interactions à l'école, etc. Les enfants qui sont complètement coupés des écrans, ils ont moins d'interaction avec ce qui se passe à l'école, etc. Donc, c'est un sujet qui est hyper complexe. Et donc, nous, le parti pris qu'on a fait chez Tell Me, c'est de se dire, pour toutes les familles, tous les parents qui, par moment, ont du mal à gérer l'écran, ont du mal à trouver des solutions pour proposer autre chose à leurs enfants, etc. Eh ben, on vient avec une solution qui fait que, au lieu de laisser, comme tu disais, les enfants scroller pendant 2 heures sur YouTube Shorts, à regarder des conneries qui vont rien faire, et puis surtout avec des temps hyper rapides où toutes les 10 secondes t'as une nouvelle vidéo, c'est... Et le cerveau il est stimulé sans cesse, mais le cerveau mais il est hyper stimulé, pas de bonne manière, de façon très passive en fait. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment un temps d'écran qui est vraiment négatif. On s'est dit, si on arrive à transformer une partie de ce temps d'écran par un temps d'écran qui est contrôlé, qui est partagé, et qu'on peut faire en sorte que les familles elles se retrouvent un moment ensemble et que ce média ça devienne une possibilité de proposer du contenu qui va être plus enrichissant, qui va permettre de créer des moments de partage, qui va permettre de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, de faire passer des messages qui sont intéressants, etc. Et c'est trop cool. Et je préfère que les parents ils puissent créer ces moments-là plutôt que de laisser leurs enfants tout seuls sur les écrans, tu vois. C'est vrai. Et à côté de ça, on fait aussi plein de choses dans l'app pour que une fois que les parents ils ont créé l'histoire avec les enfants, s'ils veulent sortir de l'écran et on les incite le plus possible, ils puissent le faire parce que tu peux aussi écouter les histoires dans l'application. T'es pas obligé juste de les lire. Donc si tu veux le mettre en audio et puis le mettre sur tes enceintes, sur ton autoradio si t'es en voiture, etc. Tu peux écouter les histoires. Et t'as aussi la possibilité de pouvoir les imprimer. Et comme ça, tu peux juste utiliser le temps de création avec ton enfant sur le téléphone pour stimuler la créativité, imaginer l'histoire, et puis une fois qu'elle est créée, passer sur soit de l'audio, soit sur du papier, pour vraiment créer ce moment de lecture après qui va se retrouver sans l'écran, tu vois. Okay, ouais, je vois. Donc il y a plein de choses
que nous on essaye de faire, et on essaye surtout de ramener énormément de pédagogie aux familles qui utilisent l'app pour se dire Tell.me c'est aussi une aide pour vous pour vous aider à mieux utiliser l'écran, etc. Et ça, il y a plein de choses encore à faire pour ça dans l'app, et c'est des choses qu'on a prévues dans la roadmap, si tu veux, c'est de se dire demain comment est-ce qu'on peut ramener encore plus de pédagogie, aider encore plus à utiliser l'app, et puis quitte même si tu veux à un moment à dire ça fait 15 minutes que vous utilisez l'app, tu sais que t'as une petite pop-up qui s'affiche et qui te disent c'est cool, maintenant que vous avez créé une ou deux histoires, vous pouvez peut-être aller faire un jeu de société ou faire une balade au parc, j'en sais rien, tu vois, pour vraiment se dire maintenant que vous avez créé ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait derrière? Ouais, ok. En fait, l'app, elle est vraiment là pour être un outil au service des familles. Et on cherche pas à enfermer les gens dans l'application et dans son usage comme le font les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par exemple, ouais. Et l'idée, c'est plutôt de se dire, c'est une app qui est dédiée aux parents pour créer des histoires avec leurs enfants. Donc c'est pareil, tu vois, c'est pas un temps d'écran ou c'est pas une app pour les enfants où ils vont être en autonomie avec. L'idée, c'est vraiment de créer un moment de rassemblement autour de la création de l'histoire et d'avoir un temps d'écran quand il y a cet écran dans la main des parents qui soit un temps d'écran utile et bénéfique avec un contenu qui soit positif et à impact. Et ça change, tous ces mots-là, c'est tout l'inverse de ce que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, c'est l'objectif qu'on a avec Tell.me. Du coup, tu disais qu'avant Tell.me, tu as utilisé du coup ChatGPT pour les histoires. Du coup, de ton point de vue ou d'un point de vue général, c'est quoi la différence pour toi entre ChatGPT et Tell.me? En fait, la différence, elle est hyper simple. C'est que ChatGPT, tu peux lui demander d'écrire une histoire. Il va t'écrire une histoire, mais elle va pas utiliser tous les ressorts d'une bonne histoire. Parce que même si aujourd'hui l'IA, elle progresse vite et qu'elle connaît plein de trames narratives différentes, elle va pas savoir mobiliser, on va dire, les bons mécanismes d'une bonne histoire au bon moment. Et ça, c'est un vrai métier d'auteur que nous on fait. C'est notamment que Valentin aujourd'hui fait à temps plein, c'est de créer des trames narratives pour justement éduquer l'IA à faire des bonnes histoires. Donc en fait, on est en train d'hyper spécialiser une IA pour qu'elle soit meilleure que nous, à terme, j'espère, dans la création d'histoires. Okay. Donc en fait, la différence, elle est là, c'est que demain, c'est comme si tu allais sur ChatGPT, tu lui disais, crée-moi une histoire avec ça à l'intérieur. Lui, il va mobiliser des millions de données pour essayer de te générer une histoire, mais potentiellement, elle va être plate, elle va pas avoir les rebonds que toi t'espères. Enfin, je parle en tant que spécialiste de création d'histoire. Et donc, du coup, elle va pas avoir l'impact que une histoire Tell.me pourrait avoir auprès du lecteur, parent comme enfant. Parce que un des enjeux aussi que j'avais au moment de la lecture d'histoire à mon fils, c'est que je voulais m'éclater aussi. Parce qu'en fait, les parents, ils sont lassés de lire des histoires à leurs enfants. Si, vers l'âge de 5-6 ans, t'arrêtes de lire des livres à tes enfants, c'est parce que t'en as marre de relire et relire les mêmes livres tout le temps. Et du coup, cette lassitude, tu l'as aussi avec ChatGPT ou ton manque de créativité. Il y a plein de parents qui nous disent souvent ah ouais, moi les histoires je les racontais, je les inventais. Et puis au bout d'un moment, les enfants sont exigeants, donc ils vont me dire non mais c'était marrant 2 minutes. T'as d'être très très bon. Il va falloir être très bon pendant très longtemps parce que si tu veux continuer. Il y en a, on en a rencontré qui sont super forts et qui répondent. Ils savent le faire. Ouais. Moi je sais que ma mère le faisait. Elle a inventé. Ouais. Mais du coup j'ai gardé ce truc de pour m'endormir, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui parle derrière ou peu importe, une vidéo ou quoi, parce que j'ai besoin qu'on me raconte cette histoire. Du coup, t'écoutes des podcasts. Du coup, je vais me mettre à écouter les histoires en question. Mais ouais, du coup, tu vois, cette capacité-là, tout le monde l'a pas. Et en fait, l'IA, c'est que un modèle statistique et elle a pas la créativité qu'un auteur peut avoir sur comment je vais faire rebondir le récit. Et c'est encore plus difficile quand tu parles d'histoire personnalisée parce qu'en fait, les utilisateurs vont injecter des données dans les histoires qui doivent être prises dans l'histoire. Et donc, du coup, si tu veux que tout match, on fera le test tout à l'heure si tu veux avec l'application, il faut forcément paramétrer l'IA de manière à ce qu'elle fasse de bonnes histoires. Et ça, ChatGPT, aujourd'hui, il sera pas capable de le faire avec la même profondeur, la même intensité dans les histoires que les histoires qu'on fait dans Tell.me. Ok.
En fait, le vrai, pas le positionnement, mais la vraie plus-value de Tell Me, c'est qu'on fait ce travail d'auteur, tu vois. On le laisse pas à l'IA. C'est-à-dire que quand tu fais l'histoire avec ChatGPT, il va te faire une histoire qui va fonctionner et qui va être divertissante. Mais nous, on fait pas que ça. Et en fait, c'est ça. Donc, l'IA aujourd'hui, elle intervient surtout techniquement pour rendre la personnalisation possible. C'est-à-dire que sans l'IA aujourd'hui, toutes les histoires qui sont présentes dans l'app, tu pourrais les avoir et pouvoir les lire en one shot. Tu vois, elles sont écrites les histoires. Donc, on fait ce travail d'auteur où on écrit les histoires et une fois qu'elles sont écrites, on utilise l'IA aussi pour rendre la personnalisation possible. Donc, de se dire, de la paramétrer, de la travailler, de l'enrichir pour dire, voilà, quand on a une histoire qui raconte tel sujet, qui est structurée de telle manière, pour pouvoir rendre l'expérience encore plus cool pour les familles, il faut qu'ils puissent les personnaliser. Et on essaye de faire en sorte que ce soit pas juste la personnalisation où tu changes le nom du personnage, tu vois, parce que c'est cool, mais on peut aller plus loin et l'IA le permet ça. C'est de dire, tu vas pouvoir potentiellement changer le personnage ou changer l'univers dans lequel ça se passe ou le méchant, le copain du personnage principal ou quoi que ce soit. Mais surtout, tu peux aussi intervenir sur des éléments narratifs de l'histoire. Genre l'événement, le déclencheur dans l'histoire qui fait que il y a un appel à l'action ou que le héros doit passer à l'action de quelque chose et qui part en quête de quelque chose. Potentiellement, grâce à la personnalisation qu'on met dans l'app avec l'IA, tu peux modifier cet événement déclencheur. Et du coup, quand tu modifies l'événement déclencheur, t'es pas juste en train de changer un personnage et du coup l'histoire ça change où t'as Pipo un chien qui est remplacé par Jojo un chat, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Tu viens changer des choses qui vont avoir une incidence sur l'histoire. Parce que si tu changes l'événement déclencheur, l'histoire a rien à voir. Oui, ça. Et donc, l'IA aujourd'hui, elle nous permet d'amener ce niveau de personnalisation auprès des familles. De pouvoir faire en sorte même si tu as une histoire qui est structurée, où il va se passer forcément, il va y avoir des points de passage dedans et qui va faire passer tel type de message, tu vas pouvoir modifier des parties de l'intrigue, modifier des éléments importants de l'histoire qui vont donner une teinte différente à ton histoire et qui va faire en sorte que c'est ton histoire et pas celle de quelqu'un d'autre, tu vois. Okay. L'IA nous sert vraiment à ça. Et en plus, si tu regardes aujourd'hui, si tu confies à l'IA cette tâche de créer des histoires, l'IA, elle a beaucoup de biais éthiques, culturels. On le voit, nous, dans les générations qu'on a quand on travaille en amont les histoires. Si tu lui demandes, par exemple, de raconter des histoires ou de faire des visuels sur des familles, tu vas souvent sortir avec une famille couleur de peau blanche, avec des petites filles blondes. Et ça, c'est des biais que tu as dans l'IA parce qu'elle est, entre guillemets, entraînée avec des jeux de données qui sont anglo-saxons, orientés sur une culture occidentale. Et du coup, si tu confies ça à ChatGPT, tu t'entretiens ça. Parce que tu vas juste avoir des histoires qui sont lambda, avec des morales qui sont très convenues. Et du coup, ça fait pas vibrer. Et c'est pour ça que moi, les premières histoires que j'ai faites comme ça, j'ai dit, non, puis mon fils, il a pas adhéré, et les filles à la maison n'ont pas adhéré non plus. Donc, tu vois, en testant, on s'est dit, en fait, si les enfants adhèrent pas, c'est qu'il manque un truc. Ouais, parce que la première fois, t'as l'effet waouh, tu fais, t'es trop cool, t'as ton histoire qui est générée en 20 secondes, tu fais, c'est super, tu vois, mais tu vas la lire la première fois, l'effet waouh va faire te dire, ouais, c'est cool, et puis après, quand tu vas en lire une deuxième, une troisième, au bout d'un moment, tu fais, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, et puis c'est pas très intéressant, quoi. Exactement. Ok. Et en fait, nous, on voit l'IA vraiment comme un outil, comme ce moyen de personnaliser les histoires. C'est ça. C'est un outil tech qui nous permet, en l'utilisant bien, d'interagir dans notre métier à certains endroits. Mais le cœur de notre métier, c'est un travail d'auteur sur le storytelling, sur les histoires, sur la création des histoires. Ok. Je propose de tester. Allez. Du coup, parce que j'ai bien envie de tester ma petite histoire. Du coup, maman, je vais dédicacer cette histoire pour toi. Donc, une fois que tu es dans l'app, ouais. Donc là, nous, on est en train de développer de plus en plus un catalogue qui va te permettre d'avoir plein d'histoires disponibles et à personnaliser.
Donc là, on est dans un endroit spécial de l'application où en fait les histoires que tu vas personnaliser, c'est des histoires que tu personnalises sans aucune limite. Ça veut dire que c'est des questions ouvertes auxquelles tu vas répondre. Tu peux mettre absolument tout ce que tu veux dans tes réponses et c'est ce qui rend l'hyper-personnalisation parce que si tu donnes des petits détails sur ton personnage principal, ils vont se retrouver dans l'histoire, etc. Du coup, pour décrire ta maman, tu vas falloir la décrire le mieux possible. D'accord. Pour que l'app puisse la générer, et je l'espère, le mieux possible aussi. Donc là, tu vois, c'est le thème Une maman pas comme les autres. Okay. Donc ça, c'est un thème qu'on avait créé à l'époque pour la fête des mères pour se dire, pour une fois, on va faire le travail inverse. C'est les enfants qui vont créer une histoire à raconter à leur maman. Okay. Donc là, tu vois, le petit pitch de l'histoire, c'est dans cette histoire, des enfants se disputent pour savoir qui est la meilleure maman. Truc d'enfant, on s'est tous disputés à l'école pour ça. Chacun essaie de convaincre l'autre, mais c'est en partageant un souvenir personnel et en émouvant que notre héros révèle tout l'amour de sa maman, profitant de cette occasion pour lui transmettre un message d'amour sincère, idéal comme cadeau de fête des mères, plein d'émotions. Donc, on va répondre ensemble à quelques questions. Vas-y. Donc, encore une fois, plus tu vas donner de détails, plus ça va faire en sorte que ce qu'on va voir dans l'histoire et ce qu'on va avoir dans les visuels qui vont sortir vont être proches de la réalité. Donc la première question, c'est le personnage principal, c'est quel est son prénom et donc est-ce que tu peux te décrire avec un maximum de détails. Donc, le personnage principal, c'est toi. Je m'appelle Kenza. Et comment est-ce que tu te décrirais physiquement? Comme ça, on va essayer de Je suis brune, aux yeux marrons, cheveux mi-longs, ondulés. Faut pas que je fasse de faute d'orthographe du coup. Ah oui, j'avoue. C'est enregistré. Dans l'histoire, tu verras par la suite, on va parler tu vas partager un moment que tu as passé avec ta maman. Ouais. Essaye si tu as l'idée de ce moment-là, ça peut peut-être être cool qu'on mette l'âge que tu avais à ce moment de cette histoire. Il y en a tellement. Elle va me détester les histoires que je vais raconter. Je vais faire un peu comme l'enfant à Kiabi qui a raconté un truc. Du coup, quel âge t'avais? Parce que normalement, là, Normalement, c'est un enfant qui répond. Donc, ouais, c'est vrai. J'ai une idée, mais j'étais plus ado. J'étais pas enfant. Oh, vas-y, genre 13-14 ans? Ouais, j'avais 13 ans, je crois. 12-13 ans. Ok. Tu ressemblais à quoi physiquement à l'époque? T'avais un trait physique particulier? Franchement, j'ai pas changé de tête. Hein. Okay. Vraiment, ouais, non, j'ai pas de trait physique particulier à cet âge-là. J'avais peut-être moins de cernes, c'est tout. Je suis tellement fatiguée. C'est tout. Est-ce que t'avais un caractère particulier ou quelque chose de spécifique qui te caractérisait j'étais en rébellion. C'était en pleine crise d'adolescence. Tu t'habillais comment, par exemple? C'était la mode avant des t-shirts avec le drapeau américain, des slims, des jeans slim, des fausses Converse parce que ma mère voulait pas des vrais. Petit sac, j'avais un sac Longchamp, les pliages Longchamp. Ah ouais, non mais là je. Il y avait un sac Longchamp là. Kenza, 13 ans, brune, aux yeux marrons, cheveux mi-longs ondulés, elle est rebelle et en pleine crise d'adolescence. Elle porte un t-shirt avec un drapeau américain et un sac à main. Hop, ok. La question suivante, c'est, là du coup, ta maman, à quoi elle ressemble et décris-la avec le plus de détails possible. Son prénom, son âge, etc. Trait de caractère principal. Elle est drôle malgré elle, vraiment. Elle est... Comment on dit ça? Elle est... Attention, elle regarde. Comment on dit ça quand quelqu'un fait tout tomber ou fait toujours des gaffes. Ah ouais, maladroite, c'est ça, j'ai perdu le mot. Très maladroite. Ok. Donc, Fatia, brune, cheveux courts à la garçonne, cheveux bruns et porte des lunettes rouges. Elle est tout le temps drôle et maladroite. Donc, ton histoire, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as eu avec ta maman? Et pareil, tu nous l'expliques en donnant des détails sur cette histoire-là. On était partis en vacances. Ok. Et en fait, on avait loué des vélos. Elle va me détester. On avait loué des vélos parce que... C'était où en vacances? À Center Park. Ok. Parce qu'on préférait ce moyen pour se déplacer. Et c'était dans quelle région
je sais plus de quel... C'est juste pour avoir Je sais un peu le plus. décor. Je sais plus quel Center Park c'était. Je crois que c'était celui en Bon, c'est Belgique. plein de nature, des... Ouais, c'est ok. la nature, la piscine. Ouais, je crois qu'il y a que ça là-bas. Enfin, c'était surtout nature, etc. Ok. Donc vous aviez loué des vélos. Ouais, on avait loué des vélos parce que c'était trop compliqué de se déplacer en voiture vu qu'on avait un logement dans le Center Park. Et un soir, on décide d'aller à la soirée de Center Park. Donc c'était une sorte de boîte, entre guillemets, mais pas vraiment boîte, puisque j'avais 13 ans, sinon je serais jamais rentrée. Et pour le retour, ma mère n'est quelqu'un de pas très sportive. Donc pour le retour, en fait, on avait une très grosse montée. Donc on prend le vélo, sauf que ma mère en a marre. Et en pleine montée, elle me dit « J'en ai marre, je lâche tout ». Et en fait, elle a lâché, sauf que du coup, elle a dévalé le vélo pareil. Ils ont fait des roulés-boulades. Excellent. Et en fait, impossible de m'arrêter à rigoler. Elle avait hyper mal, mais j'arrivais pas. J'en pouvais plus. Enfin, il y avait sa filleule avec nous. Enfin voilà, c'était la petite histoire. Et du coup, elle a eu plein d'égratignures. J'imagine, ouais. Mais j'arrivais pas en fait, mais je me sentais mal. Je me disais, elle a hyper mal. Puis le fait qu'elle te voit être marrée, ça a dû encore plus la. Ah, mais en plus, la fâcher, sa fille, elle pareil, elle rigolait. Enfin, mais en même temps, quelle idée de lâcher tout d'un coup comme ça. Enfin, je sais pas, elle en a eu marre et elle m'a dit, on en a reparlé et elle m'a dit, je sais pas, mon cerveau, il m'a dit, oh, arrête, c'est bon. Je sais pas pourquoi. J'étais assez précise. Très bien. M'en veux pas, maman, je t'aime quand même. On était tous morts de rire. Donc j'ai écrit en vacances dans la nature. Hop. On avait loué des vélos, il y avait une grosse montée, maman abandonnée a dévalé la pente puis tombé. On était tous morts de rire. Maintenant, est-ce que y a un détail sur ta maman qui montre que tu la connais par cœur? Un petit truc que ta maman fait dans le quotidien ou quelque chose qu'elle dit ou c'est vraiment typique de ta maman? Par exemple, je sais pas, vous pouvez donnez-moi un exemple. Par exemple, tu vois, ma mère, ouais. Elle va pas regarder, j'espère. On l'appelle. J'enverrai. On l'appelle Madame Torchon parce qu'elle est tout le temps en train de nettoyer derrière nous. Ah oui, mais ok. Mais tu fais ça, 2 secondes après, elle est là et elle nettoie. Ah ouais. Elle a un toc comme ça de nettoyage et elle est tout le temps en train de passer derrière toi, quoi. Moi, mon père, quand t'es à table et qu'il y a des miettes de pain, il fait tout le temps ça, tu sais. Il ramène toutes les miettes, ok. comme ça, tu vois. Ce genre de petits trucs. Le truc qui fait que... Il y a que toi qui connais. ça. Elle finit jamais ses cafés. Je sais pas si c'est une caractéristique spéciale, mais je sais, quand je suis chez elle, je sais que quand je vais faire la vaisselle, il y aura toujours du café qui reste. Voilà. Je sais pas si c'est un truc... Super, hein. Voilà. Ok, très cool. Et maintenant, la dernière question, c'est est-ce que tu as envie de dire un petit message d'amour à ta maman qui va se retrouver dans C'est l'histoire? le moment love. Ouais. Tout ce que t'oses pas lui dire. Un long message ou un petit mot On a 200 caractères. Waouh, ok. Tu peux t'adresser directement. Ouais. Alors, je me mets bien. Ce sera la première fois qu'on aura un message qui est à la fois dans l'histoire et qui J'avoue. Maman, tu as été très courageuse. Tu es quelqu'un de drôle et grâce à toi, je le suis actuellement. Et je t'aime énormément, même si je ne le dis pas souvent. Tu es très importante et je suis très fière de t'avoir en tant que maman. Ah, c'est mignon. Est-ce que tu peux m'acheter une Switch, s'il te plaît? Alors, en général, il y a toujours une contrepartie. J'avoue. Donc là, on lance la création de l'histoire. Donc j'espère qu'on a une bonne connexion ici, mais normalement, en 2-3 minutes, oui. on devrait avoir une histoire. Tu vois le moment qu'on vient de vivre ensemble. Normalement, Ah ouais, tu le vis avec ta maman. Et, tu fais ressurgir des trucs que tu aurais pu oublier. Ça te fait les gratter dans tes souvenirs. Mais là, ça m'a rendu trop heureuse. Hein. Ça fait partager les souvenirs. C'est justement, tu vois, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Non, mais je ressens le truc. Et puis tu verras, on t'enverra l'histoire du coup. Et nous, quand je l'ai fait, moi, avec ma maman, j'étais vraiment en phase de test de l'histoire, si tu veux. C'est-à-dire que nous, dans nos process, quand on a
identifier un style d'histoire qu'on aimerait créer et faire passer tel type de message, tu vois. Quand on rentre dans la phase de créative où on imagine ce qui pourrait se raconter, etc., comment on va structurer l'histoire, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, qu'est-ce qu'on peut personnaliser. On a une phase de test pour voir si, peu importe ce qu'on met dans les histoires, dans la personnalisation, l'histoire elle est toujours cohérente à la fin, elle permet de faire passer vraiment ce qu'on veut en termes d'émotion, etc. Et donc en général, on fait une phase de test où on fait lire les histoires, soit à l'équipe, soit à des proches, pour voir les réactions, voir si au moment où on attend certaines émotions, il se passe ce qu'il faut, tu vois. Et donc moi, je suis en pleine phase de test. Donc l'histoire là, elle est prête, donc on va pouvoir la découvrir juste après. Donc tu vois, ça a pris une petite minute. Ça va pas durer longtemps. Quand on a je fais cette phase de test, tu vois, et puis je crée l'histoire, et puis je donne le téléphone à ma mère. Je dis tiens, regarde, tu peux lire cette histoire, ce que tu en penses, etc. Puis ma mère, elle sait pas ce que c'est, tu vois, donc elle commence à lire l'histoire, et puis au bout d'un moment, j'ai raconté une anecdote, et puis elle lit une partie de l'anecdote, et puis elle fait ah c'est marrant, ça me rappelle un moment qu'on avait passé ensemble quand j'étais petit et tout, tu vois. Mais tu sais, hyper naïf, tu sais, elle est comme ça. Puis elle continue à lire l'histoire, et puis petit à petit, elle comprend qu'en fait, c'est moi qui ai écrit l'histoire pour elle, et que c'est elle dans l'histoire, tu sais. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, je vois la petite larme qui commence à couler. Tu vois. Et elle est venue me faire un câlin à la fin, elle me dit c'est le plus beau cadeau que tu m'aies fait. Bon, ça remplace... Donc tu vois, donc l'histoire, elle est prête. Ouais. Donc là, on va la découvrir ensemble. Donc voilà ton histoire. D'accord. Parfois, on est habillé pareil. Donc, tu vois l'illustration. Après, comme on disait, tu vois, il y a les éléments que tu as mis, oui. Il y a le descriptif physique, il y a les vêtements, etc. Donc, plus tu vas mettre de détails, plus ça va permettre d'avoir la ressemblance. Et puis après, tu as ton histoire qui est chapitrée. Ah oui, ok, je savais pas que c'était aussi long. Et là, tu as une histoire qui prend 6 minutes de lecture. Ah, c'est cool. Donc, tu vois, là, je suis en train de générer la version audio. Et du coup, tu as ton histoire. Comment on te la lit? Tu la lis? Vas-y, je t'en prie, lis-la. Chapitre 1, un débat entre amis. Il était une belle après-midi d'été. Kenza, une jeune fille de 13 ans aux cheveux bruns et ondulés, se baladait avec son meilleur ami, Lucas, au parc. Les rayons de soleil filtraient à travers les arbres, créant un jeu d'ombre sur le sol. Comme il s'asseyait sur un banc, Kenza portait son t-shirt avec le drapeau américain, alors que Lucas, lui, avait un t-shirt avec des super-héros. « Tu sais quoi, Lucas ? Je suis sûr que ma maman est la meilleure du monde », déclara Kenza avec conviction, et plein d'aplomb. Lucas haussait les sourcils. « Non mais attends, ma maman sait faire des trucs incroyables, que la tienne ne pourra même pas imaginer », répliqua-t-il en croisant les bras provocateurs. Kenza se mit à rire. « Tu exagères toujours. Qu'est-ce qu'elle a de plus que la mienne ? Elle a juste des lunettes rouges et elle est souvent maladroite. » Lucas roula des yeux. « Ce n'est pas juste une question de look, Kenza. La mienne peut tout faire, je te dis. » Leur discussion s'intensifiait alors que s'amusaient à énumérer les talents de leur mère respective. C'était un petit débat amical qui n'allait pas tarder à révéler d'incroyables souvenirs. Une histoire drôle. Lucas sentait la frustration monter en lui face à l'incrédulité de Kenza. « Écoute ça alors. L'autre jour, ma mère a décidé qu'elle allait nous préparer des crêpes, mais elle a confondu le sucre et le sel. Tu aurais dû voir la tête de mon petit frère quand il a goûté ça. » Il éclata de rire en imitant l'expression dégoûtée du garçon. Kenza pouffa, mais essaya de garder son sérieux. « C'est drôle, mais ça ne prouve rien sur sa force ou ses capacités, dit-elle en tirant une grimace moqueuse. Mais attends, ce n'est pas tout en fait. Elle a voulu rattraper le coup et elle est tombée dans la pâte à crêpes. J'ai jamais vu quelqu'un sortir aussi rapidement d'une cuisine. Elle était couverte de farine comme un fantôme. » Lucas riait tellement qu'il avait du mal à reprendre son souffle. « C'est bon ça comme histoire, admit Kenza en riant aussi. Mais je suis toujours persuadé que ma maman est plus forte que la tienne. » Elle se leva et commença à faire des gestes exagérés pour imiter sa mère. Kenza décida qu'il était temps de partager son meilleur souvenir avec Lucas pour prouver que sa maman avait quelque chose d'unique. « Tu sais quoi ? Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé lors de nos vacances en pleine nature, » commença-t-elle avec un sourire rêveur. On avait loué des vélos et il y avait cette énorme montée. Mais je me souviens très bien de ma mère essayant d'y arriver. Elle pédalait si fort qu'on aurait dit qu'elle pouvait soulever des montagnes. Mais au bout d'un moment, elle a abandonné, expliqua-t-elle en riant déjà. Lucas écarquilla les yeux en l'encourageant. « Vas-y, continue, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» Kenza reprit son souffle avant de poursuivre. Elle a dévalé la pente comme une balle. Je croyais qu'elle allait tomber sur le chemin. Et puis paf, elle est tombée dans les buissons juste devant moi. C'était tellement drôle, on était tous morts de rire. « Attends, quel genre de buissons ? Des roses, des orties ?» demanda Lucas tout excité par les détails.
Kenza écouta les questions curieuses de Lucas et continue. Ces buissons étaient pleins d'épines, mais ils ne l'ont même pas arrêtée. Elle est sortie en riant aux éclats avec des feuilles accrochées partout sur elle. Quand je repense à ce moment-là, j'ai réalisé combien ma mère était incroyable. C'est un bon souvenir, ça. Mais pourquoi tu penses qu'elle est la meilleure ? Ça va au-delà d'une belle chute, non ? Interrogea-t-il en penchant la tête sur le côté. Kenza hocha doucement la tête. C'est vrai, elle fait toujours rire tout le monde avec ses histoires maladroites. Et tu sais quoi ? Elle ne finit jamais ses cafés, parce qu'elle est trop occupée à discuter avec moi ou à jouer au clown. Ça me fait rire tout le temps. C'est cette façon d'être là pour moi qui fait toute la différence. Lucas réfléchit quelques instants avant d'ajouter « Je vois ce que tu veux dire. Chaque maman a quelque chose qui lui est propre. La tienne doit être vraiment unique. Qu'aimerais-tu lui dire si tu pouvais lui écrire une lettre ?» En rentrant chez elle ce jour-là, Kenza se sentit pleine d'affection pour sa mère, Fatia. En ouvrant la porte, elle vit sa maman assise sur le canapé avec son livre préféré, mais son café froid sur la table comme toujours. Un sourire illumina le visage de Kenza, tandis qu'elle réalisait combien sa mère était toujours présente pour elle malgré ses maladresses. Avec détermination, elle s'approcha et déclara « Maman, j'ai réfléchi aujourd'hui à combien tu es courageuse et drôle. Tu es incroyable et je suis fier de t'avoir comme maman. » Fatia leva les yeux avec surprise derrière ses lunettes rouges. Kenza continua « Je t'aime énormément et je te remercie pour tous ces moments où tu as fait rire notre famille, même quand c'était épique ou catastrophique. » Sa voix tremblait légèrement d'émotion alors qu'elle essayait de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait vraiment. Fatia sourit tendrement répondit « Oh chérie, cela signifie tant pour moi. Chaque instant passé ensemble rend nos vies plus belles. » Kenza ajouta enfin dans un éclat de joie « Bonne fête, maman. » J'adore. Donc voilà ton histoire. C'est trop bien. Ah franchement, c'est trop bien. Bon, tu vois, j'avais mis à la fin « PS, si tu pouvais m'acheter une Switch », il l'a pas mis dedans. Oh mince. C'est pas passé. Même Lia a dit non. C'est ça. Non, franchement, c'est trop cool. J'ai adoré la démo. J'ai l'impression d'être une enfant, là. J'ai l'impression d'avoir 10 ans et ça s'est vraiment Du coup, passé. tu auras ta maman qui pourra regarder ça et une fois qu'elle aura vu ça, tu pourras lui montrer la vidéo. Ouais, j'avoue. Ah ouais, bah là... Elle va me dire, bon, bah, super, tu m'affiches. C'est pas grave. Bah écoutez, merci. Je sais pas si vous, de votre côté, vous avez des choses à rajouter... des choses qui vont arriver par la suite pour Tell Me, finalement. Ouais. Bah écoute, il y a 2 choses principales. Une première chose, c'est qu'il y a une V2 de l'application qui est en train de sortir. Ok, trop cool. C'est qu'on est en train de rajouter en fait un gros catalogue, j'en parlais vite fait tout à l'heure. On est en train de créer vraiment un catalogue d'histoires pour pouvoir encore plus raconter des histoires qui vont dans le sens... de tout ce qu'on t'a expliqué depuis tout à l'heure. Donc vraiment pouvoir créer des séries thématiques qui vont aborder par exemple comment on aide les enfants à avoir une maîtrise de soi. Et dans cette série thématique, il va y avoir plusieurs épisodes qui vont parler du même sujet, qui sont toujours personnalisables. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté qui va sortir très prochainement dans l'application. La possibilité d'accéder à ces séries thématiques avec des super épisodes, etc. Et associé à la sortie de cette série thématique, tu vas avoir désormais 6 visuels par histoire, donc tu auras des visuels à chaque chapitre. Tu auras une version audio qui sera native, c'est-à-dire que dès que tu créeras ton histoire, tu auras ta version audio, donc pour pouvoir tout de suite l'écouter, etc. Tu as aussi la mise en place de petits quiz qui se rajoutent à la fin de l'histoire, si tu veux aussi pouvoir poser des questions à la fin et pouvoir prolonger l'échange, etc. Okay. Et puis ça, c'est la grosse nouveauté. Et puis ça permet, je vais laisser la main à JB pour ça, de pouvoir aussi créer des séries thématiques en collab avec des marques qui ont des messages. Quoi. Donc ouais, là on est en train d'aller chercher des marques pour créer ces séries thématiques à impact. Donc on recrute un maximum de marques en ce moment qui veulent faire passer des messages auprès des familles. Et puis si on se projette un tout petit peu plus loin dans l'app, dans la roadmap, on a un déploiement sur le marché nord-américain qui va arriver bientôt. Super. On a fait une levée de fonds là récemment qu'on vient de boucler pour justement accélérer sur l'aspect marketing de ce déploiement sur le marché nord-américain et anglais. Et puis si on se projette encore un tout petit peu plus loin, on aimerait bien réussir à passer les histoires sur Tell Me Creator, qui serait un outil qui permettrait aux gens de choisir les histoires qu'ils ont créées pour en faire des livres papier. Oh super, ok. Donc pour pouvoir sauvegarder tes histoires vraiment chez toi, dans ta bibliothèque, et avoir tes histoires, l'histoire avec ta maman, dans un beau bouquin. On en a fait un il n'y a pas longtemps de livres physiques sur la PMA.
Ok, donc la procréation médicalement assistée. Donc, tu vois, un sujet pas évident à traiter, c'est sûr. mais qui permet en fait aux enfants qui sont issus de la PMA de comprendre comment ils ont été conçus, et ça permet aux parents d'aborder ce sujet-là. Donc c'était une commande un peu particulière qui était faite par le plus gros labo pharmaceutique européen, et qui du coup permet d'aborder des sujets un peu particuliers, mais qui nous a permis de faire notre premier livre physique. On aurait dû te le ramener d'ailleurs, parce qu'il est canon. J'aurais trop aimé, ouais, franchement. il est vraiment cool. Et donc du coup, on aimerait bien réussir à pouvoir Développer passer ça. sur ces formats-là toutes les histoires que les gens pourront créer eux-mêmes. C'est super bien, franchement. Trop bien. Et la V2, elle sort... Dans quelques jours, quelques semaines. C'est en train de Bientôt, régler là. les derniers détails. Mais voilà. Du coup, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Du coup, c'était top. Voilà. J'étais contente. Même la petite histoire et tout, j'ai tellement aimé. C'était trop cool. Et du coup, si jamais vous souhaitez venir parler de votre histoire, de votre parcours, d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à soit me contacter sur LinkedIn, soit le mettre en commentaire, et n'hésitez pas à partager la vidéo et aimer. Merci les garçons. Merci à toi. Voilà. Merci.